Chers amis de Mine Énergie et puis amis de Mine Digital qui sont joints à nous pour cette soirée, donc bonsoir. Le sujet, vous l'avez vu, c'est data center, quelle équation énergétique? Alors les data centers, il suffit de regarder le journal et chaque semaine on apprend qu'il y en a un nouveau en France ou en Europe. Enfin, je veux dire, en France on en est à 333, c'est facile à se souvenir, avec une consommation qui est de 10 TWh par an, c'est-à-dire un peu plus de 2% de la consommation électrique française qui stagne actuellement aux alentours de 450 TWh par an. Le RTE prévoit que la demande d'énergie des data centers triple dans les 10 années à venir. Donc ça montre à la fois l'importance tout de suite et celle que la consommation de ces data centers aura dans les années qui viennent. Donc on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que ça pose des questions en termes de ressources, en besoin de production, en termes d'acheminement? Et puis, il y a beaucoup d'électricité qui entre, il n'y a pas beaucoup de travail mécanique qui sort, donc ce qui sort, c'est des calories. Et des calories souvent à moyenne température, donc si on n'en fait rien, on appelle ça de la chaleur fatale. Mais bon, si on est un peu plus intelligent, on essaie de domestiquer cette chaleur fatale pour en faire quelque chose. Et c'est le sujet que vont traiter nos intervenants ce soir. Alors, il devait être trois, avec le premier, Maxime Efouy-Hess de Supaéro, qui ensuite a été à l'université Paul Sabatier à Toulouse pour s'intéresser à la dynamique du climat, puis ensuite continuer dans cette voie à l'École nationale de météorologie. La météorologie n'a pas été favorable et apparemment il a pris une grippe ou je ne sais pas quoi, mais il est souffrant ce soir. Mais Hélène, qui a beaucoup contribué à l'organisation de cette soirée, présentera quelques-unes de ces transparents, et notamment ce beau transparent qui montre où se trouvent les utilisations d'électricité de nuit en Europe. C'est très frappant pour montrer où est la population en Europe actuellement. Les deux autres intervenants, je vais les présenter. Donc, il y a Jean-Christophe Léonard, qui a été formé dans cette école, dans ce qu'on appelle l'Institut supérieur Fluide, Énergie, Réseau et Environnement, et qui est actuellement chercheur expert à la direction R&D d'EDF, mais qui passe aussi un peu de son temps au sein des équipes de l'Institut de la transition énergétique. Et ce sujet l'intéresse, c'est les questions d'efficacité énergétique, particulièrement dans les bâtiments tertiaires. Puis nous avons aussi Nicolas Daniel, qui est ingénieur INPG de Grenoble et qui a rejoint le groupe IDEX en 2015 et qui, depuis 2021, développe les infrastructures énergétiques locales de fourniture de chaleur et d'électricité bas carbone pour l'industrie, les villes et les bâtiments. Et avant de venir chez IDEX, il a roulé sa bosse, si j'ose dire, pendant 10 ans dans les fonctions marketing et commerciales au sein d'énergéticiens. Je n'ai pas demandé si c'était EDF ou Engie, mais enfin bon, on nous le dira. Et puis des sociétés de conseil en énergie. Donc ce que je vous propose, c'est... vous avez chacun 20 minutes, éventuellement un peu plus, puisque le troisième n'est pas là. Mais je vais demander à Hélène peut-être de commencer à présenter quelques transparents, quelques slides de notre ami Maxime. Donc, merci François. Alors effectivement, je suis désolée que notre premier intervenant soit malade. Je ne vais pas me substituer à lui parce que je ne suis pas assez compétente. Donc je ne vais pas vous présenter toute sa présentation, mais je vais simplement attirer votre attention sur le fait que The Shift Project, que vous connaissez certainement, un think tank dédié à la transition énergétique, vient de sortir un rapport sur le sujet des data centers, qui est disponible facilement en ligne. Voilà. Et pour poser un peu le cadre et compléter ce que François a dit, je vais vous présenter plutôt des chiffres, des consommations. Donc voilà ce que le Shift Project estime, suivant différents scénarios de consommation électrique liés au centre de données. Et donc vous voyez que l'intelligence
artificielle générative, hein, donc nouvelle génération, là en bleu clair, fait augmenter considérablement les besoins, mais les data centers existent déjà, hein, et ont déjà des consommations. Donc ça, c'est au niveau mondial. Bon, il y a aussi les crypto-monnaies, hein, qui peuvent beaucoup consommer. Et puis, on va cibler sur la France. Alors, hop. Ça, c'était Monde. Je pensais qu'il y avait une DAPO France. Non, je suis désolée, c'est une autre version qui m'a envoyé. Voilà. Donc, sur la France, je pense que nos intervenants vont aussi nous donner des chiffres. Hein, voilà. Je vais donc passer la parole à Jean-Christophe Léonard. On va aller sur sa présentation. Alors, on peut peut-être, François, définir la règle du jeu. Est-ce qu'on posera des questions après chaque... Non, je propose peut-être qu'il y ait deux présentations, puis qu'ensuite il y ait une discussion globale, si ça vous convient. D'accord. D'accord. Il y a vraiment un point très précis et une question de compréhension, mais sinon, faisons comme ça. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Léonard, je travaille à EDF Études et Recherches, où je suis ingénieur d'études sur les systèmes thermodynamiques dans les bâtiments tertiaires. Et je vais vous présenter mes travaux sur les data centers. En fait, c'est des travaux qu'on a menés pour une commandite interne, en l'occurrence notre direction informatique. Nous avons 2 data centers en Normandie, et il était important pour eux de pouvoir se projeter sur les 10 années à venir en termes de rupture technologique sur le monde des data centers, et notamment sur les systèmes de refroidissement. Vous allez voir, là, il y a vraiment des choses qui bougent. Et puis surtout aussi sur les modalités de récupération. Donc c'est ces 2 volets-là que je vais aborder dans ma présentation. Je vais commencer par quelque chose de très simple. Si on dit qu'un data center, c'est un hangar dans lequel on empile des serveurs les uns sur les autres, ces serveurs, on va les empiler dans des racks, des armoires qui font à peu près 60 cm de large, sur 1,20 m de profondeur. Donc ça fait voilà, 0,72 m². Et si on regarde à l'échelle du parc monde, comment évolue en fait la densité dans ces racks? Aujourd'hui, on est à peu près une densité moyenne. Moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, souvent c'est les distributions qu'il faut regarder. On est à peu près à 15 kW par rack. Dans les années 2010, vous voyez, on était à 5 kW par rack. Dans les années 2020, on était à 10. Donc ça augmente très vite. Et surtout, ce qu'on voit apparaître, c'est avec l'émergence de ce qu'on appelle HPC, l'High Performance Computing. Donc là, on ne parle pas encore d'intelligence artificielle, mais c'est des calculateurs avec des GPU, mais dédiés à des calculs scientifiques, ou ça peut être même des calculs bancaires, hein, sur du clearing ou des choses comme ça. On voit apparaître en fait des densités par rack qui commencent, vous voyez, à atteindre plus de 50 kW. Alors 50 kW par rack, je disais qu'un rack, ça faisait 0,75 m². Donc vous voyez, on est quand même à 70 kW par mètre carré, 70 000 watts par mètre carré. Alors il faudrait qu'on compte le nombre de luminaires et puis qu'on regarde combien vous avez par puissance. Mais là, au doigt mouillé, on est à 15 watts ici en éclairage par mètre carré. Donc vous voyez le rapport 70 000 dans un data center où on a ce niveau de puissance par rack comparé à nos 15 watts ici d'éclairage de cet amphi. Et la difficulté, en fait, c'est que passé 50 kW, on ne sait plus refroidir par air ces racks. On peut monter à 60, 70, mais là, on commence à prendre beaucoup de risques de casse sur des serveurs qui coûtent certains 50 000 € pièce. Donc quand vous en avez 15 d'empiler dans un rack, vous ne pouvez pas prendre le risque d'en casser. Donc, mais il existe des solutions que je vais vous présenter qui nécessitent de basculer dans une technologie qu'on appelle le liquid cooling. Alors, ce mouvement, cette tendance que je décris là, elle est actuelle, elle va s'intensifier, puisque là, vous avez un peu la timeline des prochains GPU, donc pour graphique,
ouais, c'est ça, graphique, ouais, qui vont être sortis par NVIDIA. Donc là, actuellement, sur la technologie Blackwell, vous voyez qu'ils estiment, eux, qu'on peut atteindre jusqu'à des 130 à 250 kW pic par rack. Ils voient jusqu'à cette année, voilà, une moyenne monde, une moyenne de densité qui évolue entre 15 et 25. Et vous voyez que sitôt qu'on va basculer sur la technologie Rubin, donc qui sont les prochains GPU qui vont arriver, là on commence à atteindre des 50 kW. Et puis avec les Rubin Ultra, on dépassera largement les 50 kW par rack. Vous voyez qu'on a même des pics de puissance. J'aurais jamais osé vous présenter ces chiffres-là il y a 10 ans, alors qu'aujourd'hui, on commence à les imaginer. Puis au-delà de 2030, là, il y a prochaine technologie après les Rubin, ça sera, je crois, les Fender, je crois. Feynman, pardon, en référence aux physiciens, où là, on va encore atteindre des puissances extrêmement élevées. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on regarde, selon le vecteur énergétique qu'on va utiliser pour refroidir l'air, très vite, si jamais on utilise l'air, même en convection forcée, on va être capé, vous voyez, sur les abscisses, là, sur les coefficients d'échange convectif qu'on va pouvoir aller chercher avec de l'air. Et si jamais on ne veut pas aller casser les matériels, vers 50 kW, il faut commencer à basculer sur d'autres technologies de refroidissement, les technologies de refroidissement liquide, je vais vous présenter après, voire même, dans certains cas, là on est vraiment dans la R&D, mais c'est des technologies qui sortiront en 2030, aller chercher en fait du changement d'état, de l'ébullition, pour vraiment aller extraire de façon intensive la chaleur qui sera dégagée par les serveurs. Et puis, sur la gauche, là, ce que j'ai remis, alors je vais pas, on n'a que 20 minutes là, je ne vais pas toutes les décrire, mais j'ai remis en gros les grandes familles de technologies qu'on rencontre aujourd'hui selon la densité de puissance. Donc, on peut lire de bas en haut. Donc, historiquement, quand on avait des densités faibles, on refroidissait les data centers simplement, c'est on balançait de l'air frais. Donc, quand vous rentriez dans un data center, il fallait se couvrir parce qu'il faisait très frais. Puis, même en utilisant de l'air, ensuite, on a cherché à canaliser au mieux, par exemple, cet air pour qu'il arrive au droit des serveurs. Donc, on a commencé à mettre les serveurs dans des petites guitounes qui sont dans les salles informatiques. L'air frais arrive par les planchers et ensuite est évacué dans la salle informatique. Donc, sur les dernières technologies de refroidissement à air, là, maintenant, quand vous rentrez dans la salle informatique, vous avez intérêt de vous mettre en t-shirt parce qu'il fait vraiment très chaud. Et puis, sitôt qu'on a commencé à passer les 30 à 50 kW par rack, là, il a fallu amener l'air frais directement dans les serveurs. Donc, il faut qu'on amène des batteries à eau glacée dans les serveurs. Et là, on va jusqu'à 50 kW par rack. Et puis, au-delà, il faut basculer sur le refroidissement liquide dont je vais vous parler après. L'intervenant qui aurait dû ouvrir le bal, là, je pense qu'il aurait parlé d'un indicateur. Du coup, je vais en dire quelques mots parce que j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, qui est le PUE, le Power Usage Effectiveness. Donc, c'est très simple. Vous prenez les consommations totales d'un data center, donc consommation IT, bien sûr, et puis aussi la consommation des compresseurs qui vont faire de l'eau glacée, des pompes qui vont amener cette eau glacée vers les centrales de traitement d'air, des ventilateurs. Enfin voilà, vous regardez la totalité des consommations et vous divisez ça juste par la consommation qui nous intéresse pour un data center, la consommation IT. Et vous obtenez un rapport qui est sur le parc France aujourd'hui voisin de 1,6. Donc quand vous consommez 100 dans vos serveurs, vous en consommez 60 quand même à côté, quoi. Et c'est un des paradoxes. Donc, dans les technologies où on était à faible densité, c'est un des paradoxes. C'est que, certes, ces data centers-là, parce qu'on était sur de la faible densité, ne consommaient pas beaucoup sur l'IT, mais on était relativement inefficace sur tous les auxiliaires. Et puis, vous allez comprendre par la suite que
là, la densité augmentant, certes, les serveurs vont consommer plus. En revanche, on va pouvoir vraiment faire des sauts technologiques qui vont faire qu'on va même ne plus utiliser en fait de compresseurs pour refroidir ces data centers. Alors justement, je vous parle de liquid cooling. En fait, le liquid cooling, c'est un terme générique, mais qui décrit différentes technologies. Et elles ont tout un point en commun, in fine, c'est que vous sortez de l'eau chaude avec ça. Donc, on va s'intéresser ici au petit carré en haut à gauche, là, que j'ai appelé Direct Liquid Cooling. Donc là, pour l'instant, on va regarder simplement en simple phase. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir sur les GPU, venir coller et visser un échangeur à eau. Et donc, on va injecter dans ce petit échangeur de l'eau, par exemple, à 30 degrés, qui va ressortir à 35. C'est ce qui est vu aujourd'hui. Mais il y a des projets où on commence à injecter de l'eau à 45, elle va ressortir à 55. Et donc, c'est aujourd'hui la techno qui prend vraiment le lead sur toutes les autres. Et du coup, c'est aussi une rupture pour les exploitants. Parce que quand vous regardez, vous savez, cette image d'Épinal des data centers où on voit en perspective les racks, là aujourd'hui, il ne ressemble plus à ça. Hein. Quand il y a du direct to chip, on a carrément des gros tuyaux qui arrivent dans les serveurs. C'est assez impressionnant. Ensuite, si on bascule à droite, on a carrément... alors ici, tout à l'heure, je vous parlais de PUE. Je vous disais que sur le Parc France, on était à 1,6. Quand on utilise du direct liquid cooling, on peut descendre en dessous de 1,2. J'ai vu des opérations, on était à 1,2. Ensuite, à droite, on a carrément un truc encore plus en rupture, c'est l'immersion. Donc là, on va prendre des serveurs et on va les plonger dans un fluide diélectrique. Alors, on va retirer les ventilateurs, bien sûr, des serveurs. Et les fluides diélectriques qui vont être utilisés, en tout cas en Europe, la plupart, ce sont des huiles minérales. Alors, les gens qui ont fait les premières immersions ont essuyé un petit peu les plâtres, parce que sur un serveur, il y a plein de composants informatiques. Il y a notamment des condensateurs, vous savez, ceux qui sont un peu cylindriques avec un élastomère à la base. Bon, ben là, c'est des choses qu'il faut revoir. Les gros problèmes qui sont apparus, c'est surtout les câblages, puisque quand vous avez un câble qui est souple, c'est du PVC mais souple, et il est souple parce que justement, on y a injecté dedans du DOP, du dioptiphthalate, et le dioptiphthalate, il va se dissoudre en fait dans les huiles. Il va se dissoudre dans les huiles minérales. Puis il ne va plus que vous rester la matrice en fait de PVC qui devient cassante. Mais tout ça en fait, les gens ont un peu essuyé les plâtres. Et aujourd'hui, on trouve du matériel qui est garanti pour l'immersion. En revanche, ça induit aussi beaucoup de contraintes d'exploitation. Parce que étant donné que les serveurs sont immergés dans un module, si vous voulez intervenir sur le serveur, déjà il peut être lourd. Donc selon la personne que vous avez en termes de corpulence, elle ne va pas s'amuser à soulever un serveur glissant de 50 000 €. Donc il faut venir avec un petit chariot, avec une potence, une chaîne, remonter le serveur, le faire égoutter, puis ensuite le nettoyer, puis éventuellement travailler dessus. Donc c'est d'autres contraintes d'exploitation. Accessoirement aussi, les bacs, ils sont remplis d'huile, donc ça pèse. Donc on ne peut pas non plus les installer sur un plancher technique comme ça. Et donc ça, c'est aujourd'hui les technos qu'on voit. Alors, moi je ne me suis pas particulièrement intéressé à l'immersion, parce que j'aimais bien ce sujet. Là, on réussit à descendre à des PUE qui sont inférieurs à 1,1. Avec une grande agence bancaire française, on a même mesuré des PUE inférieurs à 1,05. Donc c'est tout à fait remarquable. Et puis ensuite, on commence à basculer dans le changement de phase. Donc là, dans le direct liquid cooling, donc en bas à droite, aujourd'hui, on commence à voir apparaître
notamment sur les puces Rubin. Vous voyez, une petite... ouais. Ici, on a un circuit où en fait, on va avoir un changement d'état. On va être ici en circuit fermé, on va évaporer ici, pardon, et on va aller ensuite condenser vers un dry cooler. Valeo, par exemple, a une offre dédiée sur ces petits échangeurs qui viennent coller. Puis alors vraiment, la techno, là, pour 2030, où on va atteindre des puissances de malade sur les serveurs, c'est celle de l'immersion avec changement de phase. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas encore prêt, ça. Il y a 2 grandes entités qui travaillent là-dessus. Microsoft Azure, qui disent d'ailleurs « We are not ready to dive in », un petit jeu de mots. Ils disent qu'ils ne sont encore pas du tout prêts à basculer là-dessus. La DARPA travaille là-dessus, puisque ces data centers-là, enfin, ce type de data center-là, on le retrouve sur des navires militaires américains. Le gros souci qu'on rencontre, je ne peux pas détailler ici, mais on rentre dans des phénomènes thermophysiques où, à cause du changement d'état et de la nucléation qui va apparaître quand on change d'état, on commence vraiment à arracher, si vous voulez, des petits bouts de matériaux à droite, à gauche, et sur une année, en fait, ça peut représenter beaucoup. Et on casse beaucoup plus vite les serveurs. Pour autant, il y a des applications déjà aujourd'hui commerciales, mais les seules que je connaisse, c'est en Asie, à Hong Kong, où des gens utilisent ça et ils n'ont pas peur d'aller casser du matériel parce qu'ils font ça que pour du crypto-minage. Et on n'est pas sur des data centers avec des applications classiques. Donc voilà, ça c'est les 4 grandes technologies pour le refroidissement. Et les systèmes de production de froid vont justement s'adapter à ces changements. Avant, on avait ici à gauche, en fait, des installations de production de froid tout à fait classiques. Donc vous aviez ici un groupe froid qui, sur son évaporateur, allait faire de l'eau glacée, qui partait ensuite dans des canalisations, dans les centrales de traitement d'air. Et puis vous comprimiez et vous alliez directement ici condenser et puis balancer la chaleur dehors. Donc assez compliqué ici sur un circuit frigorigène d'aller installer une récupération de chaleur. Ici maintenant, du fait qu'on travaille avec des températures plus élevées, on a une nouvelle technologie qui apparaît sur les groupes froids. Donc vous voyez que c'est à peu près, on va retrouver des groupes froids classiques, mais sur lequel on est venu surimposer ici en bleu un autre échangeur qui va la plupart du temps dissiper la chaleur, donc c'est ce qu'on appelle un dry cooler, qui va dissiper la chaleur sans faire fonctionner le compresseur. Puisque avec de l'eau à 35 degrés ici, s'il fait 25 dehors, et que vous avez bien dimensionné les débits, vous pouvez évacuer la chaleur à l'extérieur sans faire fonctionner les groupes froids. D'où un gain sur le PUE, sur les consommations d'auxiliaires. Et puis le fait qu'on ait, avec ces technologies, à un moment donné, en fait, de l'eau chaude, et qu'on ait le caloporteur eau, ça va permettre, si jamais on trouve les bons schémas de principe, de pouvoir récupérer cette chaleur et de l'utiliser via des pompes à chaleur pour ensuite la distribuer à des personnes. Alors, avant de rentrer dans le volet technologique maintenant de la récupération de chaleur, un truc que je veux aborder aussi, c'est assez évident, mais si on parle de récupération de chaleur d'un data center, il faut qu'à côté, ou en tout cas dans l'environnement proche du data center, il y ait des utilisateurs potentiels, quoi. Et donc cette détection des opportunités d'échange entre un data center et son environnement, on peut y répondre en fait assez simplement avec des outils de géomatique. Moi je ne suis pas un géomaticien, mais passer 2 jours à regarder des vidéos sur YouTube, en plus les géomaticiens sont très prolifiques en termes de tutos. Il existe des bibliothèques Python, GeoPanda par exemple, qui vous permet vraiment de faire de la géomatique assez facilement. Et lorsqu'on scanne et qu'on croise en fait des bases de données là où sont aujourd'hui les data centers et des utilisateurs potentiels, on peut faire en fait apparaître plein d'opportunités de récupération.
Par exemple, il y a en France 22 data centers qui sont à côté de piscines. Alors après, ça peut être compliqué hein, s'il y a une traversée de route ou pas, mais c'est des opportunités. Vous en avez qui sont à côté d'hôpitaux, par exemple. Des bâtiments qui ont des besoins de chaleur, notamment sur l'eau chaude sanitaire, continus sur toute l'année. Puis on a aussi des data centers, 32, qui sont à proximité de réseaux de chaleur, sur lesquels on peut essayer de faire quelque chose sur la récupération. Donc, dans ce qui va suivre, je suis dans les temps, dans ce qui va suivre, je vais vous présenter des cas d'usage sur des opérations où il y a eu de la récupération de chaleur. Alors ici, un premier cas, c'est une récupération de chaleur donc vers une piscine. Donc vous voyez, le data center ici, il est juste à côté d'un centre nautique. Donc là, il n'y a pas énormément de canalisation à tirer. Ici, on a l'échangeur d'interconnexion entre les condenseurs des machines qui font le transfert énergétique et à la fois le centre aquatique. Et puis par ici, là, il y a toute une zone de tertiaire qui s'est installée. J'ai mis ici en fond le schéma de principe de l'installation. Alors, il y a des tuyaux partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vient, avec l'énergie du data center, livrer de l'énergie à 55 degrés. Elle repart à 45. Et puis ensuite, ici, on a un mini réseau avec vous voyez, un 53-37 qui part vers la piscine et des bâtiments qui sont des bâtiments neufs. Hein. Donc, c'est des bâtiments qui sont très bien isolés, qui ont des besoins faibles et qui peuvent avoir des émetteurs qui sont compatibles avec ce niveau de température. Donc ça, data center vers piscine, j'ai envie de dire finger in the nose. Hein. C'est des besoins importants, à basse température en plus. La moindre piscine, centre nautique, c'est tout de suite des consommations qui vont être, je les fourchette, hein, entre 2 et 4 gigawattheures par an. Donc on a tout de suite des opérations, je dirais unitairement, qui sont intéressantes. Ensuite, une autre opération actuellement qui se fait en Île-de-France, c'est Intrium, qui est un des rares data centers, enfin un des rares opérateurs à avoir fait le choix de l'immersion. Donc ils ont un projet au Plessis-Robinson, ils en ont 5 autres actuellement en projet, qu'ils ont implanté justement pour faire de la récupération. Donc, mais ça reste par contre des petits data centers. Là, on est sur des objets qui font 1 MW IT. C'est tout petit par rapport au projet qu'on voit émerger aujourd'hui. On en parlera peut-être par la suite dans les questions. Et donc, ils alimenteront derrière un lotissement. Ils en profitent d'ailleurs aussi pour chauffer leur bâtiment. Là-dessus, je vais m'arrêter un petit peu plus parce qu'il y a des messages importants là. Là, j'aborde une question qui est la récupération d'énergie vers un réseau de chaleur. Donc là, Monsieur Carnot, s'il nous entend, vous voyez que tout de suite va arriver un sujet qui est l'écart de température entre la source froide et la source chaude. Et sur cette opération-là, on a un data center qui est un data center de petite intensité en termes de densité par rack. Donc un data center où les gens font de l'eau glacée. Donc ils ont besoin de produire de l'eau à 10 degrés. Et ils sont à côté d'un réseau de chaleur qui, lui, fonctionne à 90 degrés. Donc là, les gens se sont dit, on va installer une pompe à chaleur pour faire le transfert entre 10 et 90 degrés. Donc là, si vous regardez ça du point de vue du compresseur, ça commence à faire un gros delta P entre le condenseur et l'évaporateur. Donc quand on est dans des cas comme ça, on va utiliser une technologie qu'on appelle les pompes à chaleur biétagées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait 2 compresseurs. Un premier compresseur va extraire la chaleur à peu près à 10 degrés et va la livrer à un échangeur à un niveau intermédiaire d'une 50aine de degrés. Puis ensuite, il y a une deuxième PAC mais ces 2 pompes à chaleur sont dans le même objet. Hein. Quand vous regardez le truc de loin, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une pompe à chaleur. En fait, il y en a 2 qui sont en série. Et cette deuxième PAC, elle va prendre l'eau à 50 et elle va la livrer à 90. Et moi, j'avoue que je ne suis pas un partisan
d'aller chercher des écarts de température source froide et source chaude aussi chauds. Parce que déjà, ça va vous obliger à travailler en Europe juste avec 2 constructeurs. En l'occurrence, qui ne sont pas français, qui sont suisses ou autrichiens. Donc les opérateurs de ces installations, ils sont un petit peu menottés en termes d'exploitation, quoi. Plus, si vous voulez, des gens qui exploitent ça, ce n'est pas obligatoirement des gens qui parlent anglais. Le moindre souci, si vous appelez l'Autriche, vous tombez sur des gars qui parlent anglais. Pour qu'ils viennent se déplacer, c'est tout de suite 2 jours, ils viennent par avion. Enfin, la moindre intervention, elle est onéreuse. Et puis, sur le long terme, on va dire qu'il y a des contraintes d'exploitation qui commencent à apparaître. Des problèmes, notamment sur le circuit haute température, avec des problèmes d'huile qui ont tendance à se décomposer, des échangeurs qui s'encrassent un peu plus. Donc les retours d'expérience aussi, hein, il faut noter quand les choses marchent, il faut aussi dire quand on rencontre des problèmes. Moi, ça m'incite, ça, aujourd'hui, vraiment à privilégier des designs où on va chercher à réduire l'écart entre la source chaude et la source froide. Et là, je ne peux pas le détailler, mais typiquement, en ce moment, on est en discussion avec un industriel sur un data center de 40 MW qui est à côté d'un réseau de chaleur où le data center livre de l'eau à peu près à 15 degrés, mais où, côté du réseau de chaleur, on est en eau surchauffée à 105 degrés. Donc là, je dis, ça fait beaucoup. Et en fait, sur cette opération, avant de commencer à penser récupération, on est en discussion en fait avec l'opérateur de réseau de chaleur pour lui dire, allez, attendez, baissez vos régimes de température. Et il se trouve que le réseau de chaleur, c'est un réseau de chaleur qui chauffe des bâtiments. Et on est convaincu que si on l'abaisse et qu'on revient vers les 75-80 degrés, on réussira à faire matcher en fait cette opération. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, de pédagogie à faire auprès du receveur pour qu'il vienne sur un niveau compatible avec la récupération. Ça, c'est vraiment pour moi la référence internationale et en termes de récupération. Donc là, on quitte la France, on va en Finlande sur une récupération de chaleur sur un data center Meta qui est connecté à un réseau de chaleur basse température. Et là, vous voyez qu'on récupère 24 MW. Alors là, c'est... Mince, excusez-moi, à chaque fois, je me plante. Vous noterez déjà qu'en Finlande, ils ont des régimes de température sur les réseaux qui sont beaucoup plus bas que ceux qu'on a en France. Donc ici, on a un régime de température qui est compatible avec une récupération. Là, le data center évacue de l'eau qui est à 27 degrés. Et puis, s'il y en a qui aiment un peu la thermodynamique ici, vous noterez, donc c'est extrêmement judicieux, on vient en fait passer en série dans le condenseur des pompes à chaleur, de la même façon, mais à contre-courant, en série dans les évaporateurs, de façon à ce que sur chaque machine, qui est une machine mono-étagée, qui n'est pas la machine bi-étagée que je critiquais tout à l'heure, de façon que sur chaque machine, on ait en fait un écart entre la source chaude et la source froide qui soit minimal, de façon à avoir ici un coefficient de performance sur le transfert énergétique qui est de 5, ce qui est absolument remarquable. Mais vous voyez que c'est des projets qui, en termes de planification, se pensent, quoi. Et puis, il y a aussi une très belle opération là, qui se fait en Île-de-France. Donc, le supercalculateur Jean Zay de l'IDRIS, l'Institut de développement des ressources informatiques spécifiques, sur lequel ils ont un data center, mais où il y a toute une typologie en fait de serveurs. Il y a des serveurs plutôt de basse intensité, donc là, de basse densité, pardon, qui sont refroidis avec des centrales de traitement d'air tout à fait classiques. Ensuite, on a une gamme ici intermédiaire qui était celle du milieu là, dans ma typologie des systèmes, où on vient amener de l'eau glacée dans une batterie qui est dans les racks. Et puis, il y a ici un refroidissement liquide qui balance de la chaleur à 35 degrés. Et alors là où c'est remarquable, c'est que sur le plateau de Saclay, c'est un réseau
de chaleur qu'on appelle 5e génération. J'en dis 2 mots, ce n'est pas le sujet de la soirée, mais ayez en tête ces objets-là, ils sont magnifiques. Quand je vous dis réseau de chaleur, vous pensez réseau à eau chaude. Alors que ce soit, je suis un petit côté italien, je parle beaucoup avec les mains, ça peut être des réseaux à 105 degrés, 90. Là, ce sont des réseaux à eau tiède. On trimballe de l'eau tiède, entre 20 et 30 degrés. Vous allez me dire comment on peut chauffer de l'eau chaude sanitaire avec ça. Donc, en fait, les clients qui sont connectés sur ce réseau-là, ils ont des pompes à chaleur qui peuvent soit en hiver extraire la chaleur de ce réseau, donc ces 20 degrés deviennent une source froide, et ensuite le bâtiment c'est la source chaude, et en été, on extrait la chaleur des bâtiments pour la livrer au réseau de chaleur. Donc ici sur Saclay, je crois que... Alors en hiver, quand tout le monde pompe, il faut maintenir cette boucle tempérée à son niveau bas. Donc il y a des sources de chaleur qui amènent de l'énergie. Donc je crois qu'on est à l'Albien. Il y a de la géothermie. On n'est pas sur des forages hyper profonds, mais on va quand même chercher de l'Albien qui est à 300 mètres. Et puis sur le plateau de Saclay, on vient récupérer l'énergie des data centers. Donc vous voyez, là on est vraiment sur un système énergétique local hyper pertinent. Et ça, on a la chance d'en avoir un. Et puis, alors ça j'aime ça aussi beaucoup. C'est dans les data centers tels qu'on les pense aujourd'hui, tous les projets qu'on voit apparaître là en 2025, c'est des data centers. Dans la grande majorité, ils sont supérieurs à 40 MW. Donc ce sont des gros objets. Là, vous avez une société qui s'appelle Carnot Computing. Et allez savoir, ça pourrait peut-être être la rupture de demain, qui ont une approche complètement différente. Eux, en fait, ils vont déspatialiser leurs calculs. Ils vont installer des serveurs à droite à gauche dans des endroits qui ont besoin de chaleur. Et ils ont un logiciel qui a cette capacité à aller distribuer des calculs. Et vous avez un exemple ici, donc à La Chapelle-sur-Erdre, où ils ont installé des chaudières numériques sur lesquelles on a des cartes GPU qui sont refroidies avec le DLC, là, le Direct to Chip, que je vous ai décrit tout à l'heure, et qui vont aller assurer toute la base de la production d'eau chaude sanitaire de ce logement. Et donc là, chaque jour, vous avez 100 kWh qui sont assurés. Vous prenez vos douches, en fait, grâce au data center. Et ici, ces 3 chaudières numériques, sur ces 45 logements, réussissent, avec le stockage qui est installé, à assurer à peu près 40% des besoins d'eau chaude sanitaire. Donc, une synthèse sur ma présentation, c'est de dire que les densités croissantes, elles vont augmenter la consommation IT. Et effectivement, il y a un triplement des consommations d'ici à 2030. Moi, les chiffres que j'ai sont plus proches des 12-15 TWh de consommation actuelle, avec 28-30 à l'horizon 2030. Mais ils faciliteront, vous voyez, la récupération sur le liquid cooling. À savoir aussi, c'est que côté communauté européenne, la vis se serre. Donc sur les nouveaux projets, ils vont rendre obligatoire la récupération de chaleur, ou en tout cas rendre obligatoire l'étude de la récupération de chaleur. Et puis, il y a beaucoup de data centers qui ne pourront pas valoriser localement leur chaleur. Je disais tout à l'heure que le gros des data centers aujourd'hui qu'on voit apparaître, c'est des data centers à plus de 40 MW. Donc, c'est des gens qui vont aller se raccorder sur le réseau RTE et pas Enedis. Donc, ils vont plutôt aller chercher les boucles de 120 000, 400 000. Et ce qu'on voit sur ces nouvelles opérations, c'est un déplacement en fait des nouveaux projets sur les franges en fait des couronnes urbaines. Et c'est pas les endroits où on va avoir les densités les plus importantes en termes de récupération. Mais pour autant, il y a vraiment de belles opérations qui se font en ce moment. Equinix, notamment avec Engie, a fait de belles opérations sur Saint-Denis et Meudon. Ils ont aussi assuré la récupération de chaleur et le chauffage des bassins des Jeux Olympiques. Dalkia, avec Météo France, a fait de la récupération sur les data centers de Météo France. Et tout ça, on espère que ça augure d'une dynamique vertueuse parce que, selon l'ADEME,
le potentiel, enfin, ils estiment le potentiel de récupération de 1 à 3 TWh. Mais bon, je pense que c'est assez optimiste, un petit peu à l'aune de ce que je viens de vous expliquer sur le fait que les gros vont être plutôt sur les franges. Si vous devez retenir 4 choses de ma présentation, c'est 2 mots et 2 chiffres. Le premier mot, c'est un acronyme, SIG, Système d'information géographique. C'est capital pour commencer à penser un projet. Le deuxième mot, c'est un nom propre, c'est Monsieur Carnot, qui justement vous permet de connaître le COP théorique entre la source chaude, là où vous allez récupérer, et la source froide, la température de fourniture du data center. Mais COP de Carnot, ce n'est qu'un COP théorique. Et du coup, les 2 autres chiffres qui découlent derrière, c'est 70, c'est l'écart max que je vous conseille entre la source chaude et la source froide. Et là, on est toujours dans la physique, mais les pompes à chaleur, c'est des technologies. Et quand on fait le rapport entre le coefficient de performance réel d'une machine, exprimé sur le COP de Carnot, donc ce qu'on appelle le rendement thermodynamique, aujourd'hui, la plupart des machines ont des rendements thermodynamiques de l'ordre de 0,4. Donc si vous prenez le COP de Carnot calculé dans les conditions que je vous ai données, vous le multipliez par 0,4, vous avez un ordre de grandeur sur le COP réel. Et avec ces éléments-là, ça vous permet déjà d'avoir un premier driver pour dire, en gros, voilà, tel projet, oui, il y a une opportunité, on peut creuser, on peut passer du temps dessus, on peut payer des ingénieurs pour se dire, OK, il y a un truc à creuser. Si, avec ces premiers calculs, vous sentez que ça va être compliqué, bon, voilà. Donc SIG, Carnot, 70 et 0,4. Très bien, merci bien Jean-Christophe de cette présentation et puis des exemples très parlants que tu nous as montrés. Et maintenant, je vais demander à Nicolas de faire sa présentation. Et là, je crois que c'est, voilà, on va mettre plein écran. Voilà, et puis vous pouvez utiliser. Qu'est-ce qu'il a mis? Là, c'est produit. Ah. C'est bon ça? Non, il faut mettre en plein écran. Alors, voilà. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Merci Jean-Christophe pour ce premier focus sur la partie un peu technique. Moi, je vais vous parler un peu plus de marché, de la chaleur, qui est un peu le parent pauvre dans le débat énergétique aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Nicolas Daniel, je travaille donc chez IDEC. Je vais vous présenter rapidement, je vais faire un ou deux slides de promotion, mais c'est parce que malheureusement IDEC n'a pas la notoriété d'EDF, donc je me permets de faire un petit focus promotionnel. Et donc moi, je m'occupe de la stratégie et du marketing donc, chez IDEX. Donc IDEX, on est un énergéticien qui vient utiliser les énergies locales du territoire. Et donc on déploie des infrastructures énergétiques qui vont produire de la chaleur principalement, mais également de l'électricité, à partir des ressources locales. Donc c'est de l'énergie bas carbone. Donc on va décarboner les industriels, on va aller les voir en leur disant, si vous voulez, on peut enlever vos chaudières gaz et puis les remplacer par des chaudières biomasse, géothermie. On va utiliser la chaleur fatale de vos procédés qu'on va réinjecter dans vos process. On va travailler aussi dans le cadre des territoires, donc on va valoriser les énergies des déchets. On va transformer les déchets des ordures ménagères, voire ce qu'on appelle des combustibles solides de récupération qu'on va transformer en énergie. Et on va souvent alimenter ce qu'on appelle les fameux réseaux de chaleur dont il va être question ce soir. Pour justement ensuite distribuer cette chaleur auprès des copropriétés, des bâtiments communaux, etc. Donc c'est ça le métier d'IDEX aujourd'hui. Nous, on fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires et on est 6500 passionnés par la décarbonation et on œuvre aujourd'hui en France et un petit peu à l'étranger. Voilà. Juste, j'explique un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas la vision de ce qu'est un réseau de chaleur. Donc, on va utiliser, alors je ne sais pas si ça marche,
Donc des énergies locales, donc j'ai parlé, donc les UVE, c'est pour des unités de valorisation énergétique, donc qui vont transformer les déchets en énergie. J'ai parlé de la géothermie, la chaleur fatale, on va en parler, donc c'est dans ce compartiment-là qu'on va parler de la chaleur fatale issue des data centers. On peut utiliser la biomasse, qui est la première énergie renouvelable utilisée en France. Le gaz naturel reste une énergie qu'on utilise le plus possible en appoint. Et donc, on va distribuer de la chaleur aux usines, aux bâtiments. Et on peut aussi produire de l'électricité à travers nos réseaux. Voilà. Et je vous ai mis là l'une des plus grosses références d'IDEX qui donc, climatise et chauffe toutes les tours de la Défense. Voilà. Donc maintenant, on va parler donc, donc, avant de parler de data center et de chaleur fatale, de data center, on va parler de chaleur fatale, et avant de parler de chaleur fatale, on va parler de chaleur. Comme je vous le disais, moi, mon métier, c'est d'expliquer que en France, on parle beaucoup d'énergie, et quand on parle d'énergie, on parle d'électricité, on parle des pro-renouvelables et on parle des pro-nucléaires. Ça tombe bien, c'est en plein dans le débat. RTE a publié ce matin son rapport sur les prévisions de consommation d'électricité. Moi, je vais vous parler de la partie verte ici. Et il s'avère que la partie verte, c'est quasiment près de la moitié de l'énergie finale qu'on consomme en France. C'est la chaleur, c'est pour se chauffer, c'est du chauffage. C'est l'eau chaude sanitaire, c'est quand on a pris notre douche ce matin. Et c'est aussi pour tous les procédés industriels au niveau des industries. Et cette chaleur, donc c'est quasiment 40 ou 45% donc, de l'énergie. Et elle est encore très carbonée à partir de gaz et à partir de fioul. Et donc, l'objectif, c'est de décarboner cette chaleur et c'est de passer d'environ 170 TWh de chaleur renouvelable à quasiment 340 TWh. De toute façon, il y a une partie bleue qu'on n'oublie jamais, qui est le meilleur mégawattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et ça fait aussi partie des métiers donc des opérateurs que je représente, c'est d'aider nos clients à moins consommer d'énergie. Pour faire tout ça, il faut investir dans des nouveaux systèmes de production d'énergie renouvelable. On a parlé de géothermie, on peut parler de récupération de chaleur sur data center. Tout ça, c'est beaucoup d'investissements. Il y a plein de rapports qui tournent, mais l'ordre de grandeur que vous pouvez retenir, c'est que si on veut atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050, il faudrait mettre 60 milliards de plus par an sur la table pour justement financer ces infrastructures. Voilà. J'ai parlé du fameux chiffre donc de 170 TWh de chaleur renouvelable et plus globalement de 700 TWh de chaleur en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le volume de chaleur qu'on distribue à travers ces réseaux de chaleur, c'est aujourd'hui environ 30 TWh. Donc vous voyez qu'on a un taux de pénétration de la chaleur à travers les réseaux de chaleur qui est relativement faible. Tout à l'heure, on parlait de la Finlande, du Danemark. Il faut savoir que par exemple, les pays scandinaves ont réussi à davantage utiliser les réseaux de chaleur, ainsi que les pays dans l'Est, que nous. Donc, ils ont des taux de pénétration beaucoup plus élevés que les nôtres. Nous, je crois qu'on est aux alentours de 5, 6, 7% de pénétration de la chaleur livrée par les réseaux de chaleur. Et sur ces 30 TWh, il y en a entre guillemets 67% qui est produite à partir d'énergie locale, donc biomasse, géothermie, etc. Et je vous ai mis à droite donc les différents scénarios que l'on a à horizon 2030 ou à horizon 2035 pour justement accélérer la production d'énergie renouvelable à travers les réseaux. Et ceci se fait notamment à partir d'un outil de la puissance publique qui nous aide grandement. C'est ce qu'on appelle le fonds chaleur qui aide à développer cette chaleur. Retenez aussi un chiffre. Aujourd'hui, vous avez environ 1000 réseaux de chaleur en France. Toutes les grandes métropoles, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, ont 3, 4, 5 réseaux de chaleur opérés par IDEX et ses confrères. Si on veut atteindre nos ambitions de la stratégie nationale bas carbone, il faudrait qu'on arrive à créer 1600 nouveaux réseaux de chaleur. C'est grosso modo 2 réseaux de chaleur par an et par département qu'il faudrait créer pour pouvoir atteindre cette ambition-là. Voilà. C'est une solution également qui est relativement compétitive, ces réseaux de chaleur, par rapport aux solutions classiques que sont les fameux radiateurs électriques ou les chaudières gaz. Et ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est notamment le fonds chaleur qui vient en fait, qui est une aide à l'investissement, qui vient apporter donc, une subvention CAPEX pour réduire le déficit de compétitivité qu'on a avec le gaz. Je participais il y a quelques temps à une table ronde où on parlait de pourquoi on n'arrive pas à électrifier suffisamment la France. Eh bien, c'est notamment parce qu'on a un problème de fiscalité qui est sûrement insuffisante sur le gaz.
pour réussir à davantage consommer d'électricité pour électrifier, parce qu'on peut aussi électrifier la chaleur avec justement des pompes à chaleur. Donc là, vous avez les quelques chiffres que vous pouvez retenir sur la compétitivité des réseaux de chaleur. Et donc, venons-en à notre histoire de chaleur fatale et de data center. Donc aujourd'hui, sur les fameux 2 tiers, donc 20 TWh de chaleur distribuée sur le réseau qui est d'origine renouvelable, eh bien, vous en avez grosso modo un tiers qui est produite à partir de chaleur fatale issue des usines de valorisation énergétique de déchets. Et la partie data center, on va la retrouver dans cette partie-là. Donc c'est uniquement, alors pas que, parce qu'on a aussi la chaleur fatale industrielle qui est majoritaire. Aujourd'hui, la chaleur fatale issue de data center, comme le disait Jean-Christophe, elle est vraiment marginale, puisqu'on n'a que 3 ou 4 opérations qui ont été faites à date. Et ce qu'on peut quand même citer comme le principal avantage de cette chaleur fatale, déjà, c'est que c'est une énergie qui est disponible. Aujourd'hui, par exemple, l'ADEME, donc l'opérateur qui gère le fonds chaleur, il nous dit moi, je veux bien subventionner des opérateurs comme vous pour que vous alliez investir dans des infrastructures, mais vous allez suivre une démarche qu'on appelle le ENR choix. C'est-à-dire que vous allez d'abord regarder la chaleur disponible, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Ensuite, vous allez pouvoir regarder éventuellement la géothermie. Et puis, en dernier recours, vous allez regarder l'énergie de la biomasse, parce qu'on a aujourd'hui un problème de tension sur la ressource biomasse. Donc, l'ADEME nous demande de l'utiliser, mais vraiment à bon escient. Et donc, elle nous dit d'abord, regardez cette chaleur fatale. Elle est à un coût compétitif. Aujourd'hui, la chaleur fatale, notamment des usines de valorisation de déchets, elle sort à 60 €, 80 €, quand le prix de la chaleur sort environ à 100 €. Retenez un chiffre en moyenne, c'est un réseau de chaleur et distribue de la chaleur à un prix de 100 €. Donc c'est une énergie qui a un coût compétitif. C'est une chaîne vertueuse à l'échelle du territoire, parce qu'on va encore une fois utiliser l'énergie qu'on a sur le territoire. Et on va également aussi avoir un impact limité localement. En février 2025, on a eu des annonces d'investissement très importants en France. On nous a annoncé plus de 110 milliards. Ces 110 milliards d'investissements dans les data centers, si on essaie de les traduire en énergie, c'est environ 100 TWh de chaleur fatale. Alors là, c'est le potentiel disponible. L'ADEME a mené une étude il y a quelques années en disant que on peut sortir environ 15% de chaleur récupérable depuis les data centers. Donc ça nous ferait 15 TWh, ça nous ferait quasiment doubler la chaleur renouvelable qu'on distribue aujourd'hui. Donc c'est un énorme potentiel aujourd'hui que cette chaleur fatale sur les data centers. Jean-Christophe en parlait. Aujourd'hui, les opérateurs data centers ont une obligation réglementaire. J'en parlerai un peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'ont pas une obligation coercitive de valoriser la chaleur fatale auprès d'un réseau de chaleur ou auprès d'une piscine. Ils ont l'obligation de faire une étude coût-bénéfice et de regarder si oui ou non le jeu en vaut la chandelle de valoriser cette chaleur fatale auprès de consommateurs. Ça leur permet de générer des revenus additionnels. Donc ça, c'est sur le papier. Concrètement, faut savoir que pour un opérateur data center, ce sujet de chaleur fatale, il est relativement secondaire. Si j'essaye de caricaturer un peu la situation, sur des objets de type 40 MW IT et plus, qu'est-ce que l'opérateur va regarder en premier? Il va aller regarder le réseau RTE, il va dire où est-ce qu'il y a de la capacité disponible. Premier sujet. Deuxième sujet, il va regarder où sont les autoroutes de fibre optique. Parce qu'il faut que je me mette près de ces autoroutes-là. Et troisième sujet, il va regarder où est-ce que j'ai du foncier. Et donc, avec ces 3 critères-là, il va déterminer des zones où il va implanter ses data centers. Et donc, le sujet de la valorisation de chaleur fatale auprès de consommateurs, c'est plutôt quelque chose qui arrive vraiment en dernier recours. Alors aujourd'hui, il a l'obligation de le regarder, mais ce n'est pas quelque chose qu'il fait dans son business plan et qu'il intègre dans son choix d'implantation. Alors pour autant, il a quand même aujourd'hui l'obligation de faire cette étude parce que ça rentre dans un sujet d'acceptabilité sociale et il est obligé de montrer que c'est quelque chose qu'il regarde. Donc, Jean-Christophe en a parlé, on peut alimenter donc un réseau de chaleur directement ou alors créer des petites boucles locales pour alimenter des logements, des copropriétés ou un hôpital. Aujourd'hui, un zoom sur la réglementation. Un premier sujet, c'est qu'il y a la loi RIN pour réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.
c'est très important parce que ces acteurs-là, ces opérateurs de data center, consomment énormément d'électricité et on leur octroie un avantage fiscal de payer une taxe qu'on appelle la TICFE ou autrement appelée la CSPE à un taux réduit. Et ça, c'est extrêmement important pour eux parce qu'ils consomment vraiment des quantités d'électricité très importantes. Et aujourd'hui, quand vous, sur votre facture, vous payez de l'ordre de 30 euros la TICFE, eux vont avoir des tarifs de l'ordre de 2, 3, 4, 5 euros du mégawattheure consommé. Donc ça leur permet d'avoir vraiment un coût d'électricité pas cher. Et en échange de ça, ils doivent montrer qu'ils ont des pratiques d'efficacité énergétique et de réflexion sur la chaleur fatale sur leur data center. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donc aujourd'hui, tout data center de plus de 1 MW doit faire cette analyse coût-bénéfice et vérifier si oui ou non, il a la possibilité de valoriser de la chaleur fatale auprès d'un réseau. Donc, ça, c'est le principe. Donc ça, Jean-Christophe nous a longuement décrit comment ça fonctionnait. Donc en effet, on va travailler avec des régimes de température de l'ordre de 20 ou 30 degrés. Et donc on va relever cette température avec des pompes à chaleur pour réussir à sortir à des régimes de température qui sont compatibles avec les réseaux de chaleur. Comme il a été mentionné, on peut avoir en effet des régimes de température de l'ordre de 60-80 degrés. Donc là, on est plutôt sur des régimes de température classiques. Et là, on a besoin de packs pour relever la température. On a aussi de plus en plus de réseaux basse température. Ça a également été dit. Pareil, un exemple que j'ai. Alors, la source froide, c'est pas la chaleur fatale dans le data center, mais c'est de la biomasse. Aujourd'hui, sur le réseau de chaleur de Bourg-Saint-Maurice, vu qu'on est en altitude, eh bien, on a décidé de faire des régimes de température très bas pour limiter les pertes. Donc, on part de l'ordre de 20 ou 30 degrés et on met des pompes à chaleur au niveau de la sous-station, en bas de chaque abonné de copropriété, pour remonter cette température au plus près de l'abonné, ce qui permet de réduire les pertes. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces opérateurs de data center, ils ne font pas ce sujet de la récupération de chaleur fatale entre guillemets une source de revenus primordiale. Eux, leur intérêt, c'est de limiter, mais je vous le dis tel que les échanges que j'ai avec eux, c'est vraiment eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous disent, voilà, vous venez chercher la chaleur fatale aux frontières de mon périmètre, je vous donne la chaleur fatale à la température qui est disponible, 20, 25 degrés, 30 degrés, vous ne rentrez pas sur le site parce qu'ils n'aiment pas qu'il y ait des opérateurs comme nous qui rentrent sur le site, vous venez la chercher et je vous la livre quasiment à 0 € et vous la prenez et vous la distribuez sur votre réseau. Donc le premier frein, comme je vous l'ai dit, pour développer ces activités de réseau de chaleur avec la chaleur fatale de data center, c'est la distance entre la disponibilité de la ressource et le point de consommation. Aujourd'hui, nous, on reçoit depuis 6 mois, 1 an, un coup de téléphone par mois pour dire, voilà, je vais installer un data center de 40, de 50, de 60 MW IT, et je suis à tel endroit, vous êtes à 10 km, 12 km, est-ce que ça vous intéresse ? À cette distance-là, si vous prenez un ordre de grandeur très rapide de 1 km de tuyau, de feeder, c'est 1 million d'euros, eh bien, ça détruit tout simplement le modèle économique de récupération de la chaleur fatale pour qu'elle puisse être rentable dans le réseau de chaleur, quoi. Aujourd'hui, les opérations, Jean-Christophe a cité Equinix à Saint-Denis sur la piscine, il a cité Meudon. Nous, on en a une, je crois que c'est juste derrière, c'est le réseau de chaleur de Levallois, où on vient récupérer la chaleur fatale donc de Global Switch. Là, on doit avoir quelque chose comme 500 mètres de canalisation entre le data center et le réseau de chaleur. Donc, ce qu'il faut retenir, et c'est vrai que le SIG, qui est un outil aujourd'hui que nous, on utilise beaucoup, c'est qu'en dessous du kilomètre, on peut avoir une équation économique intéressante. Au-delà, on n'arrivera pas à être compétitif, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, c'est que nous, on chauffe des bailleurs sociaux, des copropriétés, et il faut qu'on arrive à avoir un prix de chaleur compétitif face au gaz. Donc si on ne pourra pas acheter à n'importe quel prix la chaleur qui va être délivrée par le data center. Mais à l'inverse, sur le réseau de chaleur de Levallois, on arrive, alors c'est une opération couplée, parce qu'on fait à la fois de la géothermie plus
la récupération de chaleur sur data center, on arrive à avoir un impact sur le tarif de l'ordre de moins 25 à moins 30%. Donc à la fois on améliore le contenu carbone du réseau, parce qu'encore une fois c'est de l'énergie de récupération, et à la fois on diminue également le tarif qu'on propose à nos différents abonnés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie récupération de chaleur de data center sur réseau, avec donc les freins et les opportunités qu'on a aujourd'hui pour développer cette dynamique. Très bien, merci Nicolas pour cette présentation. Donc, je suppose qu'il y a quelques questions. Emmanuel, tu te présentes et puis tu... Voilà, Emmanuel Horowitz, ancien élève de l'école des mines et membre du club Mine Énergie. Donc je vous remercie vraiment pour vos très bonnes présentations, très, très didactiques, qui m'ont beaucoup plu. Il y a une question quand même qui me titille, c'est les faibles exigences d'acceptabilité réglementaire qu'il y a, parce que malgré tout, les data centers, même s'ils sont indispensables à l'essor de l'HPC et de l'IA, sont très gourmands en eau et en électricité. Et on a l'impression, vous avez parlé de la réglementation RIN, on a quand même l'impression que les exigences réglementaires sont faibles, qu'il y a de la complaisance. Est-ce que ça va durer éternellement? Est-ce qu'à un moment donné, des gens diront que c'est exagéré, qu'il faut revenir en arrière? Qu'est-ce que vous pensez? Bien, c'est pas encore un ICPE, est-ce que ça risque de le devenir, en quelques mots? C'est pas un ICPE, je pense, aussi. Ah si, enfin... ah bon, voilà. Oui, tout donc à fait. C'est parce qu'il y a des machines pour reprendre, des groupes générateurs pour reprendre la puissance électrique en cas de perte du réseau. Donc en puissance installée, c'est ça? Des électrogènes très importantes, ouais. qui n'utilisent peu, mais du coup ils sont ICPE autorisation avec ces groupes. Ouais. Oui, effectivement, c'est des gens qui ne peuvent absolument pas... Dans les data centers, il y a une échelle qu'on appelle l'échelle du tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, qui caractérise le nombre de nœuds que vous avez après 99 sur le temps de coupure. Donc effectivement, ils ont tous des groupes électrogènes pour reprendre la totalité du data center. Ils ont des batteries, des volants d'inertie pour les micro-coupures. Les groupes électrogènes fonctionnent en fait assez régulièrement, puisqu'ils sont obligés de les tester 2 heures tous les mois. Donc l'air de rien, en cumulé, ça commence à faire quelques consommations. Vous parliez de la consommation d'eau. Moi, je fais un gros distinguo entre ce qu'on voit aux États-Unis et ce qu'on voit en France. Aux États-Unis, il y a beaucoup de data centers qui sont refroidis par et pas des data centers de haute intensité, plutôt des data centers assez classiques qui sont refroidis. Les Américains aiment beaucoup ça par le refroidissement adiabatique. Je ne vais pas parler de ça, mais quand vous êtes je sais pas moi, en Corse et qu'il fait chaud, vous avez déjà vu, on vous balance des gouttelettes. Quand ces gouttelettes s'évaporent, il y a un refroidissement adiabatique. L'énergie qui est prise pour l'évaporation des gouttelettes sert à refroidir l'air. Donc il y a aux États-Unis beaucoup de data centers qui ont un refroidissement adiabatique. Et vu les niveaux de puissance et les débits, on commence à atteindre des consommations d'eau effectivement importantes. Tout à l'heure, je parlais du PUE, Power Usage Effectiveness, qui faisait ce rapport entre la consommation totale du data center sur la consommation d'IT. Sachez qu'il existe aussi un indicateur pour caractériser en fait les consommations d'eau. On appelle ça le WUE pour Water Usage Effectiveness. Et ce ratio se calcule de la façon suivante, c'est vous prenez les consommations d'eau annuelles du data center en litres et vous divisez ça par les consommations du data center global en kilowattheure. Aux États-Unis, ils se sont améliorés, mais on est quand même sur du 1 litre par kilowattheure. 1 litre. Donc c'est énorme.
Vous avez des collectivités qui ont, aux États-Unis, porté plainte contre des opérateurs parce que c'est l'été, enfin ça se voit par les gens qui sont raccordés sur le réseau. Mais parce que les États-Unis utilisent cette techno-là. En France, je l'ai montré tout à l'heure, on utilise beaucoup de groupes froids à condensation sur air. Donc il y a plein de data centers en France, la grande majorité, qui ne consomment pas d'eau. Les seuls qui effectivement, en France, font aussi du refroidissement adiabatique, je ne vais pas citer ici d'opérateurs, mais dans leur rapport RSE, ils font un reporting sur le WE, et il y a plein d'opérateurs qui sont en dessous de 0,2 litres par kilowattheure sur le WE. Donc j'ai envie de dire, en France, voilà, il y a une démarche des opérateurs français quand même pour, sur le plan de la consommation d'eau en tout cas, être vraiment exemplaire. Il reste l'électricité. Alors ça, il reste l'électricité. Une autre question? Merci. Joël. J'ai remarqué le diagramme qui nous montrait les COP étagées. Ouais. Mais ça se combine dans ce cas-là. Si j'ai 3 COP étagées, de 3 compresseurs ou 3 systèmes de refroidissement de COP 4, en résultat, je ne suis pas à 4. Là, le COP de 5, c'est le COP résultant. Complet de tout, de l'ensemble? Ouais, de l'ensemble. D'accord. Là, Jean-Christophe, tu as évoqué en backup, comme on dit, des groupes électrogènes. Est-ce qu'il y a des utilisations de ce qu'on appelle les batteries, les BESS, sur ce type d'application ou pas? Ah oui. Il y a souvent un local Micro. Pardon. Oui, tout à fait. On parle, alors en anglais, ils appellent ça UPS, Uninterruptible Power Supply. En français, nous on dit AIC, alimentation sécurisée ininterruptible. Donc il y a effectivement des groupes électrogènes, des batteries, des volants d'inertie, toute une électronique de puissance. Et l'air de rien, c'est déjà un sujet, ça, le refroidissement de l'électronique de puissance. Enfin, on n'est plus dans data center, mais si vous prenez une électronique de puissance qui aurait un rendement de 98%, ça veut dire qu'il y a quand même 2% de perte. 2% sur 20 MW dans un local, il faut l'évacuer, ça. Donc, vous voyez, les niveaux de puissance sont tels que, à chaque fois, il faut bien faire les calculs pour vérifier qu'on a les bons ordres de grandeur. Après, il faut savoir aussi que donc, ce sont des acteurs qui ne supportent pas l'indisponibilité de leurs actifs. Donc, ils aiment aussi, entre guillemets, diversifier leurs risques. Et donc, ils ont une alimentation en électricité. Et le groupe électrogène en ça est un super outil. Et donc, nous, aujourd'hui, on a déjà eu des échanges avec eux sur le système de batterie. Mais le groupe électrogène reste l'outil de sécurité par excellence pour eux, quoi. Oui, parce qu'il permet de tenir dans la durée, quoi. Juste, je vous relate un truc que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Là, on évoque avec le groupe électrogène, les batteries, le volet redondance. D'accord ? Redondance sur site. Ce que j'ai découvert, c'est que sur des data centers critiques, systémiques, notamment des data centers du monde bancaire, en fait, la redondance, elle se fait même sur le data center. En fait, il n'y en a pas un, il y en a deux. La plupart du temps, ils vont être situés à 20 km l'un de l'autre. Et ils vont être reliés par 2 boucles de fibre optique. Si jamais, quelque part, il y a un problème, on transfère tout dans l'autre data center. Et imaginons que, voilà, il y ait, je sais pas moi, une des 2 fibres qui a été coupée, on passe par l'autre côté de la ville. Donc ça, cette configuration, en fait, ils se déplacent souvent. Voilà, on peut avoir des data centers jumeaux à 20 km. Et aux États-Unis, je crois même maintenant qu'il y a des configurations où ils réfléchissent à 3. Mais il y a d'autres applications de ce type-là. Par exemple, RTE, qui a des calculateurs qui sont à Saint-Denis,
a aussi quelque part, je ne sais pas où, tout un système de calculateurs pour piloter le réseau au cas où le système de Saint-Denis s'écroulerait. Enfin, je veux dire, Tout à fait, oui. Enfin, d'ailleurs, nos 2 data centers d'EDF sont bouclés. Il ne s'agit pas qu'on en perde un. Oui. Frédéric Dartenay, ArcelorMittal. Merci pour votre présentation. Alors, pour le marché du futur, les marchés du futur liés à l'IA, etc., est-ce qu'il y a j'imagine que la concurrence est un peu mondiale entre les différentes zones, les différents continents, à un certain niveau. Enfin, j'imagine que c'est en partie le cas. Et est-ce que qu'est-ce qui joue à titre majeur dans cette concurrence? Est-ce que le fait de réutiliser la chaleur est un élément qui peut vraiment apparaître déterminant dans cette concurrence entre zones géographiques? Parce que là, quand les Américains font miroiter des data centers en Patagonie, enfin en Argentine, au gouvernement argentin, enfin, est-ce que c'est ces zones finalement très excentrées qui risquent de gagner les grosses masses de développement, ou est-ce que le fait d'installer les choses près de zones de consommation où on peut aussi recycler la chaleur devrait gagner à la fin? Écoutez, honnêtement, je crois que Nicolas l'a un petit peu dit, je ne crois pas. Aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est l'accès à la puissance et l'accès au foncier. Et quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, à cause d'une qualité de réseau aux États-Unis qui est pas terrible, où est-ce qu'ils s'implantent, les data centers? En fait, au plus proche des outils de production, proche des centrales nucléaires. Donc, je ne crois pas que la récupération de chaleur va vraiment être un driver. Ce qui va être le vrai driver, c'est, tu l'as dit, hein, c'est ce recoupement entre la puissance, le foncier, et puis le backbone fibre. Si vous permettez, je vais peut-être faire un témoignage. J'étais à la présentation du précédent président d'EDF il y a 1 an et du nouveau récemment. L'un comme l'autre mettent en avant qu'en France, maintenant que les outils nucléaires ont obtenu une bonne disponibilité, nous avons un excès, enfin EDF a un excès de 80 TWh par an d'électricité. Surtout que la consommation d'électricité stagne à 450 TWh par an, alors qu'elle était montée à 480 avant Covid. Bon. Donc, une entreprise comme EDF propose et discute avec les GAFA en leur disant « Nous avons la ressource, nous avons des terrains autour de nos centrales et nous pouvons vous fournir de l'électricité non carbonée. » Et c'est ça qui est un argument qui, semble-t-il, intéresse l'oreille des GAFA. Et je sais qu'il y a 4 des sites EDF de centrales qui ont été démontés, dont celle de la Max, qui servent à l'implantation de data centers, justement, dans cette logique-là. Et peut-être que Nicolas a des éléments en plus. Alors, Jean-Christophe pourra compléter, mais je sais qu'EDF a lancé un certain nombre de marchés d'appel à candidature pour justement des opérateurs pour qu'ils viennent s'installer tout proche des sites d'EDF qui avaient de la capacité disponible. Je pense qu'il y a un sujet de capacité, il y a un sujet donc d'électrons nucléaires peu carbonés, il y a un sujet de qualité du réseau en France. Il n'y a pas très longtemps, chez notre voisin ibérique, ils ont eu des petits soucis de stabilité du réseau. Donc, en France, on a aussi cet avantage qui permet d'accueillir et donc d'attirer plutôt ces opérateurs. Et d'ailleurs, ces opérateurs, aujourd'hui, commencent à signer des contrats des fameux PPA avec EDF. Avant, c'était les électro-intensifs industriels. Aujourd'hui, c'est les opérateurs data center qui signent des contrats à long terme avec EDF pour avoir un électron le moins cher possible sur du long terme. Oui, alors surtout que tu parles de PPA. Effectivement, comme c'est des terrains qui sont contigus à ceux des centrales, ça permet d'avoir des contrats à long terme qui soient hors marché, parce que l'électricité ne circule pas par le réseau, mais directement de la centrale vers le client. Et ça peut être un intérêt pour pour les GAFA, d'avoir des contrats à long terme d'électricité garantie et sans CO2. Mais peut-être que Didier a des éléments en plus à donner. Juste un tout petit commentaire. Didier Carré, président de la CUG9+,
qui regroupe tous les clubs numériques des grandes écoles et qui développe maintenant des cercles qui va au-delà du numérique, parce que le numérique, on l'a partout. Et donc, on a relayé cette conférence au niveau du G9+. Et il y a 2 semaines, à peu près, il y a une conférence qui avait été organisée par les HEC Club Énergie avec le MIT France. Et ils ont parlé d'un autre aspect des data centers, mais l'alimentation en énergie, pas la charge fatale. Donc, 2 conférences extrêmement complémentaires. Et ce que j'ai retenu, moi je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait, d'un point de vue compétitivité, parce que je crois que le mot a été prononcé, il y a un élément très important, c'est administratif. Le red tape en France est très long et les délais d'autorisation sont très longs. Il y a aussi un pipeline, une liste d'attente assez importante et qui n'est pas évidente à gérer. Il y a des petits soucis de gestion, c'est la Creux qui le disait. Et il y a une autre difficulté, c'est l'accès aux équipements, les transfos de puissance. Là, je connais un petit peu plus les transfos de puissance et qu'il y a un problème de disponibilité en Europe. On ne sait pas trop comment ont fait les Américains, mais apparemment, ils se sont livrés plus vite là-bas. Je pense qu'ils ont fait des achats en avance. Donc, c'est peut-être le truc. Et par exemple, je sais pas, notre camarade de l'EDF en saura certainement plus que nous, mais c'est aussi un point. Donc, on a envie d'en avoir des data centers. Il y a une compétition pour les avoir. C'est pas si facile d'avoir un data center. Il y a peut-être 2 obstacles. Oui. Joël. Oui, c'est un peu en marge de tout le domaine de la chaleur. Il y a, en France, il y a ce qu'on appelle, je crois, la loi ZAN, qui est zéro artificialisation nette. Bon, j'en connais pas les détails, mais quand je vois qu'à Châteauroux, il y a plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles qui doivent devenir un data center, bon, est-ce que ça, c'est pas un obstacle et est-ce que ça se fera? Pardon? C'est le red tape. C'est le red tape. Oui, c'est des éléments qu'on constate effectivement. Mais c'est là où on voit que, par exemple, mettre à disposition des friches industrielles et les anciennes centrales électriques s'en est, ça permet de gérer cette règle de zéro artificialisation nette, puisque d'une friche industrielle, on en fait quelque chose qui est plus propre avec des installations qui sont dessus. Voilà. Oui, tout à fait. Vous évoquiez les AMI, les... François Chabert, ouais. Donc, effectivement, début 2025, EDF a lancé des AMI. Et je crois qu'il y en a 3 ou 4 là, qui sont aboutis. Oui, 4. Je travaille à EDF Les Renardières, donc on est dans un petit village qui s'appelle Moret-sur-Loing. Et juste en face, en fait, on a une centrale qui a été déconstruite et qui va accueillir un des 4 projets. Donc ça sera Opcore. Et donc là, on sera sur un des plus gros data centers de France, puisqu'on parle de 700 MW. Mais effectivement, ça se fait sur un endroit où de toute façon c'était une friche, quoi. Et on a mis ça à disposition de ces opérateurs pour que ça aille plus vite. C'est effectivement la centrale de Montereau. Oui. Cette centrale de Montereau qui a été construite là, d'une part pour pouvoir alimenter le centre de recherche dont tu parles, des Renardières, puisqu'on y a fait des essais qui devaient monter jusqu'à 100 000 volts. Et donc il y avait besoin d'avoir des puissances instantanées extrêmement fortes sans faire écrouler le système autour. Et Montereau est le point sur lequel, c'est le point le mieux connecté à l'intérieur du réseau français, oui, parce que c'est là que vient l'énergie qui vient des Alpes et qui repart sur la région parisienne, etc. Donc c'est le point le plus puissant. Et donc il n'y a plus la centrale, mais il y a des utilisateurs. Je vois que tu connais bien le dossier. Et on a aussi donc des terrains qui vont être mis à disposition dans l'est de la France, du côté de la Moselle. Oui, il y a une question tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Bonjour, c'est Sébastien Bajot, Ubisoft. Vous parliez de 500 mètres pour la récupération de chaleur, entre la production de chaleur et là où elle va être réutilisée. Mais on parle de quelle puissance de data center quand on parle de 500 mètres? Parce qu'on parle de gros projets, donc la question que je me posais, c'était il faut quelle taille de data center pour que ça commence à être intéressant de
de recycler la chaleur? Alors, moi, j'ai une opération en tête où on est sur un data center de 40 mégawatts, mais le projet à proximité, on est sur entre 3 et 4 mégawatts. Et souvent, c'est quand même un chiffre qui ressort, hein, je trouve, 5, 6 mégawatts. Je ne sais pas, Nicolas, si tu as... Ouais, le projet dont je parle à Levallois, c'est de l'ordre de quelques mégawatts IT. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces data centers se déploient progressivement sur plusieurs années avec des tranches de 10 mégawatts IT qui se succèdent. Et ce qui d'ailleurs est un avantage, c'est que le réseau de chaleur se déploie aussi de manière progressive. Donc on essaye de... Enfin, il peut y avoir une concomitance de déploiement de la puissance IT d'un côté et de la chaleur qu'on peut distribuer de l'autre. Mais il y a tout type de data center de puissance qui peuvent convenir. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend parler si je ne dis pas de bêtises, de data center edge qui sont plus petits et qui, du coup, ont l'avantage de ne pas nécessiter autant de foncier, de ne pas nécessiter autant de puissance électrique. Donc, plutôt que d'aller frapper à la porte de RTE, on va frapper à la porte d'Enedis. Et c'est peut-être là aussi une dynamique qui pourrait faciliter l'implantation de plus petites infrastructures, plus proches des points de consommation, pour justement essayer d'avoir une démarche un peu plus vertueuse, d'un numérique plus vertueux, pour essayer de faire matcher la production de chaleur fatale et la consommation. Et puis, on l'évoquait avec Nicolas, c'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse complémentaires. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est dans les réseaux de chaleur, là, parfois il y a des opportunités de récupérer l'énergie du data center. Mais le réseau de chaleur, il a lui son propre mix de production. Et Nicolas l'a bien dit, en fait aujourd'hui en France, les 2/3 de l'énergie qui sont livrées au data center sont déjà décarbonés. Il y a notamment, par exemple, beaucoup d'unités de valorisation énergétique, des unités d'incinération, qui assurent en base la fourniture à un réseau de chaleur. Donc, si vous venez avec votre énergie fatale du data center, elle se retrouve un peu en compétition. Et d'ailleurs, en termes de merit order, elle a moins de valeur, puisqu'il faut consommer de l'électricité sur les packs pour remonter le niveau. Puis, accessoirement, l'incinérateur, lui, il a besoin, de toute façon, d'évacuer sa chaleur. Si vous ne voulez pas casser la céramique qu'il y a dedans. Donc, on se retrouve parfois dans des... On cherche, vous voyez, avec le SIG, des configurations où ça peut matcher au global sur le papier. Puis ensuite, quand vous regardez la dynamique du réseau de chaleur, vous dites, ah mince, la place est déjà prise. Vous voyez, donc c'est vraiment compliqué. Et on peut même ajouter, donc on a cette difficulté de trouver de la place dans la monotone de charge. Je vous donne un autre exemple d'une autre difficulté qui nous est arrivée pas plus tard que la semaine dernière. On est dans une démarche de réflexion pour récupérer la chaleur fatale d'un data center. Il est dans un rayon de moins d'1 kilomètre par rapport à un projet de création de réseau de chaleur. Entre lui et nous, une autoroute. Alors nous, traverser des ponts avec des feeders, des tuyaux, on sait faire, sauf quand la préfecture nous dit strictement interdit de traverser ce pont-là parce qu'on a en dessous une autoroute francilienne qu'on ne peut pas couper et on ne peut pas prendre ce risque-là. On ne peut pas passer sur le pont et on peut encore moins faire un forage pour passer en dessous. Donc ça, c'est aussi un autre frein des infrastructures existantes autoroutières, c'est que voilà, quand la distance est là, quand le prix est là, quand la monotone de charge le permet, on peut avoir de nouveaux freins qui sont ces contraintes d'infrastructure. Je vais me permettre de poser une question un peu à la place d'un camarade là, qui a attiré notre attention sur les technologies de stockage de chaleur dans le sol, que vous connaissez certainement, hein, voilà, et qui pourraient permettre notamment de stocker la chaleur en été, hein, quand on a moins besoin de chaleur pour chauffer les logements. Donc soit dans le sol lui-même, soit dans un aquifère peu profond. Est-ce que vous connaissez des exemples où cette technologie s'est mise en œuvre en complément de la récupération de chaleur de data center? Ou est-ce que vous pensez que c'est une perspective d'avenir? Alors, je ne connais pas d'opération de ce type avec des data centers en tête. En revanche, je ne veux pas faire trop technique. Je n'aime pas le terme récupération de chaleur quand on prend de l'eau à 25 degrés et qu'on l'injecte dans la terre.
J'ai vu des opérations en Chine où des industriels extraient de leur système de l'eau à 90, la stockent dans le sol monte à 70, puis ils repartent à 60. Là, j'ai envie de dire, c'est une vraie récupération de chaleur. Mais quand vous prenez de la chaleur qui est à 25-30 et que vous allez la mettre dans un milieu, la Terre, qui est à 14-15, vous allez remonter, certes, localement la température de la Terre à 14, 15, mais ensuite, pour l'extraire, il va falloir reconsommer sur une pompe à chaleur. Ce n'est pas pour moi un vrai stockage de chaleur. J'appelle ça plutôt un booster de COP, puisque effectivement, au moment où, en hiver, vous allez extraire cette chaleur, vous n'aurez pas un sol qui est à 12, mais plutôt à 15. Donc il y aura une amélioration du COP, mais honnêtement, elle est marginale. Donc je ne pense pas qu'avec les niveaux de température des data centers, on puisse parler de stockage de chaleur intersaisonnier. Je ne sais pas si j'ai été compréhensible. Très bien. Merci beaucoup des explications. Merci pour les questions. Et si vous voulez continuer, il y a un verre qui est préparé un petit peu. On va vous montrer où c'est. Donc merci bien à tous. Merci beaucoup.